Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Nouveau test sur la chaîne. Un test d'une voiture qui est aimée par beaucoup de personnes. C'est un Youngtimer. Enfin, on n'en fait pas assez sur la chaîne. Si vous voulez voir votre Youngtimer sur la chaîne, qui soit plus ou moins prestigieux, n'hésitez pas à me contacter par mail legaragepts@gmail.com. J'y répondrai pour essayer de ça nous permettra de voir de nouvelles Youngtimers sur la chaîne. C'est toujours plus sympa, ça vous fait aussi un petit souvenir éventuellement de votre voiture sur la chaîne. N'hésitez pas à me contacter. On cherche toujours des Youngtimers à diffuser comme cette 320i E30. Donc la série 3 E30, c'est une voiture qui est très je dirais qui est très populaire, très demandée, qui a eu un très grand succès commercial, plus de 2 millions d'exemplaires en neuf. C'était la voiture concurrente des Mercedes 190. On a essayé la Mercedes 190 il y a quelques années sur la chaîne, ça passe vite. On avait essayé la 190 de litres, là on essaye la série 3. Donc la série 3 E30, comme présenté ici, avec ses mythiques phares jaunes. On peut aussi les avoir en phare blanc, mais là, celle-ci a la chance d'être un exemplaire français à phare jaune avec les anti-brouillard jaunes également dans la jupe. Donc cette 320i E30 est de 1990. Donc c'est une phase 2. Comment on reconnaît une phase 2 sur les points principaux, les points les plus faciles à détecter, ça va surtout être la bande de pare-choc qui va être peinte, alors que sur la phase 1, qui est sortie jusqu'en 1988, de 1982 à 1988, on va avoir une bande chromée. On va avoir également au niveau des feux arrière une légère différence, puisque là le feu arrière de recul est à l'horizontale alors que sur les autres il est vertical. Également la découpe de l'arrière n'est pas exactement la même. Ça, c'est les deux points principaux de différence entre les deux. C'est la suppression des chromes sur les phases 2. On pouvait avoir en option les tours de vitre, etc. Mais elles sont souvent d'ailleurs en noir. Mais également les feux arrière qui sont très différents. Il y a quelques autres détails esthétiques sur la partie avant. Mais c'est moins flagrant pour le non-initié à cette gamme de voitures. Donc la E30 phase 1 est sortie de 1982 à 1988. La E30 phase 2 de 1988 à 92-93 en fonction des carrosseries. Donc c'est une voiture qui a eu 10 ans de carrière, qu'on a trouvé sur différentes gammes. Donc celle-ci, c'est la 4 portes classique. On a eu droit à la coupée qui était sur la même base de châssis, simplement les portes arrière étaient supprimées pour faire simple. On a eu la break et on a eu la cabriolet, et on a eu aussi quelques carrosseries spécifiques type bourg. On a eu également des M3 E30 qui étaient des dérivés de série 3 E30. Alors il y avait beaucoup de choses en commun, mais il y avait aussi également beaucoup de choses différentes. Et cette voiture nous donnait l'accès dans cette motorisation 320i, comme indiqué sur le coffre arrière, nous donnait l'accès à la motorisation 6 cylindres avec le moteur type M20 qu'on va voir dans quelques instants. Le moteur 6 cylindres, le mythique 6 cylindres en ligne de chez BMW. Donc là, c'était l'ouverture de gamme. En fonction des années, ça faisait entre 126 et 129 chevaux. En Allemagne, il y a eu aussi certaines versions dépolluées qui étaient un petit peu moins puissantes. On a eu également des 323 et des 325 injections, donc qui étaient des versions supérieures. La 323 qui a représenté jusqu'en 84 le modèle haut de gamme, et ensuite on a eu droit à la 325 et ses 171 chevaux, et même la 325 IS qui a été le Graal ultime de la série 3 E30 gamme normale. Avec le jeu des options sur ces séries 3 E30, on peut avoir différentes combinaisons, différentes peintures, différentes personnalisations. Là, je dirais que la version qui est présentée aujourd'hui, c'est vraiment une configuration très très classique, avec un gris foncé plutôt discret. On a les feux jaunes qui tranchent largement avec la calandre et avec la peinture grise. On a les jantes alliage de 14 pouces. On pouvait avoir différentes possibilités sur cette voiture, soit les jantes en 14, soit des jantes en 15. On pouvait avoir des enjoliveurs ou des jantes tôle également. Il y avait différentes possibilités en fonction des options. Le modèle présenté ici est d'origine, si ce n'est le béquet arrière qui est du goût de l'ancien proprio, qui n'est pas du mien, mais bon, c'est comme ça. Le béquet a été posé il y a quelques années. En tout cas, il n'est pas d'origine, avec ce troisième feu stop intégré, de manière très, très généreuse, je dirais.
Et également ici on pouvait avoir un petit béquet arrière beaucoup plus discret, hein, un tout petit aileron qui soulignait la caisse. Bon là celle-ci ne l'a pas, elle a l'accessoire qui rend l'ensemble différent, je dirais. La petite antenne électrique, comme la Mercedes 190, on avait l'antenne électrique, donc ça c'était l'accessoire ultime à la fin des années 80, début des années 90. La voiture haut de gamme avait l'antenne électrique, c'était le summum de la classe à ce moment-là. Et donc à l'intérieur, on a l'intérieur tissu standard. On n'a malheureusement ni les sièges sport, ni les sièges en cuir, ni les sièges en cuir sport, puisqu'on pouvait avoir différentes configurations de sellerie. Là on a le siège standard de la 320i. On n'a pas eu droit à une option supérieure de ce côté-là. Également, on a le volant standard de la 320 avec, on n'a pas l'option volant cuir, on n'a pas le volant 3 branches, on a le 4 branches avec les klaxons aux 4 coins. La jante du volant, pareil, très grande. On n'a pas non plus le pommeau cuir, on a un pommeau en plastique qui n'est pas logoté M non plus. Mais par contre, on a l'atmosphère BMW traditionnelle, hein, avec le tableau de bord incurvé sur le conducteur. Les compteurs, enfin le tableau de bord, les compteurs sont très lisibles, très BMW. On a l'option réservoir 60 litres qui n'était pas trop vu la consommation de carburant pour pouvoir faire des étapes relativement importantes. En fait, notre ami l'ancien propriétaire, enfin en tout cas celui qui l'a acheté neuf, avait des besoins sur sa E30 qui étaient on était très dans l'utile, entre le gros réservoir et juste la peinture métallisée, juste les jantes en alliage. On avait très peu d'options, mais des options choisies, très précises, les anti-brouillards, etc. Bon, bah, il a pris le réservoir 60 litres, donc le réservoir un peu supérieur. Donc de gauche à droite, on va trouver la jauge à carburant, le compteur de vitesse avec le kilométrage en son centre, le contour avec l'économètre et la jauge de température. Et en bas, on allait trouver donc différents manomètres, dont le manomètre inspection et le fameux check control. Le check control, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux ordinateur de bord de chez BM des années 80. Donc clé standard, hein, clé basique. On est dans les années à l'ancienne. Il n'y a pas de carte main libre. Donc vous voyez, quand on met le démarreur, enfin quand on met le contact, on a check qui s'allume, la voiture qui s'ébroue. Et donc, alors là, je venais de la démarrer, donc il n'y avait pas de souci. Tant que j'ai pas appuyé sur les freins, le feu stop s'allume. Dès que j'appuie sur les freins, tac, ça s'éteint. Et si je veux checker, il me check tout et il me dit que tout est ok puisque tout s'éteint. Si vous avez un problème d'huile, si vous avez un code qui marche pas, etc. Eh bien, il y a un des voyants qui va s'allumer à cet endroit-là. Et une fois que j'ai appuyé sur les freins et le check, et ben le logo check s'éteint, tout simplement. On a déjà le truc inspection pour les vidanges moteurs. S'il est dans le rouge, la vidange est à faire urgemment et les carrés verts s'éteignent au fur et à mesure des kilomètres et des mois qui passeront à l'utilisation de la voiture pour jusqu'à arriver à rouge et faire la vidange relativement rapidement. Donc voilà, on est sur un tableau de bord très typé BMW avec cette orientation portée sur le conducteur. Pour le reste, après, une fois qu'on ferme la porte, on sent qu'on a une bonne porte en métal. Quand on la ferme, on a quelque chose dans la main. Et ben, j'ai envie de dire que la position de conduite est admirable dans cette voiture. On est très bien installé, le siège est de très bonne facture. Alors, il n'y a pas énormément de place en largeur, hein. La largeur n'est pas très importante. Évidemment, on est aussi un peu à l'étroit. On a un peu cette sensation d'être à l'étroit, en tout cas d'avoir les éléments très rapprochés, très serrés sur soi, mais en même temps avec les bonnes surfaces vitrées par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. J'ai l'impression, à l'époque, on avait l'impression d'être un peu claustro là-dedans, mais finalement, à comparer, je sais pas moi, par exemple, aux dernières productions Peugeot, j'ai l'impression d'étouffer beaucoup moins dans ces E30, alors qu'à l'époque, elles avaient l'image de voiture un peu étouffante pour celui qui n'aimait pas ces BMW là. Et finalement, on est plutôt bien installé. Tout tombe sous la main, tout est très clair. La visibilité, à l'image des voitures de ces années-là, est également, on peut le voir là, de très bonne facture. On a une très bonne visibilité. Les rétros sont pas très grands, mais ils sont collés à la carrosserie et ça apporte un petit plus. Rétroviseur intérieur qui nous donne également une bonne visibilité. Les appuis-tête arrière ne gâchent rien de ce côté-là également. Donc on est plutôt bien servi à l'avant
Qu'en est-il à l'arrière? On va aller chercher le mètre pour savoir ce qu'il en est. Mais j'ai peur que malheureusement on soit pas aussi gâté. Le coffre s'ouvre avec un bouton poussoir. Ensuite, vous le mettez comme ça, votre coffre est ouvert. On peut noter également que l'ouverture du coffre, elle s'ouvre à la façon d'une malle, donc il y a juste un petit couvercle au-dessus qui s'ouvre. C'est pas très pratique pour charger. Notre ami la Passat fonce. Hop, on va commencer par mesurer le coffre, même si c'est un peu fouillis dedans. Il y a pas mal de mes affaires, mais ça ne nous empêchera pas de faire les mesures habituelles. 82 cm de largeur de chargement, de hauteur de chargement au plus petit, hein, quasiment au plus petit, et « 82 en largeur, également au plus petit, à ce niveau-là, de chaque côté. » On peut voir qu'on peut aller un peu plus profondément, on peut dépasser le mètre en largeur de chargement. Donc le coffre est correct, mais l'ouverture est pourrie, ce qui fait qu'on a à faire quelques difficultés à charger éventuellement des valises un peu lourdes. Et là, le truc qui passionne nombre de propriétaires de BM, la fameuse trousse à outils avec la clé à bougie entre autres. Bon, c'est pas ce qui me fait rêver le plus, mais bon, ils aiment ça, les propriétaires de BM, leur trousse à outils dans le coffre. Et donc la partie arrière de la voiture, on va tout de suite ouvrir la fenêtre manuelle. On peut avoir les vitres électriques de manière optionnelle. Et là, on peut voir qu'il n'y a pas de protection pour les enfants particulière. Dans les années 80, les enfants, on était des solides. On n'avait pas des fenêtres qui remontent. Je blague parce que les R1T entre autres, elles avaient les fenêtres qui ouvraient qu'à moitié. En tout cas, sur les E30, c'était pas la priorité des ingénieurs, les enfants, c'était la priorité aux conducteurs. Et je le confirme parce que quand on est assis à l'arrière de la E30, ici, on a une sensation que la banquette remonte un petit peu. Donc ça se sent, là, on a la cuisse haute, plus haute que la cuisse droite. Et également, ici, on a une sorte de retour. En fait, on voit que le siège est assez galbé. Ce qui fait que j'ai l'impression d'être un peu comme ça dans la voiture. Je sais pas si ça se voit dans la caméra, mais je suis plus remonté à gauche qu'à droite. Et inversement, si j'étais de l'autre côté, je serais plus remonté à droite qu'à gauche. Donc c'est assez particulier comme siège. Évidemment, la place disponible n'est pas énorme. À 4, c'est correct. Le 5e passager, c'est compliqué avec le tunnel de transmission. Là, on serait très compliqué. On a un mini accoudoir à l'arrière de cette voiture. Donc finalement, celui qui est à l'arrière, il est un peu moins bien loti qu'à l'avant. Mais je crois qu'il a quand même envie de monter à l'arrière de cette voiture. On a quand même envie, malgré tout. La longueur aux jambes, j'ai pas les genoux qui touchent le dossier. Parce que c'est du plastique dur. Si ça c'était du tissu, peut-être que ça baillerait, ça ferait toucher. Et j'ai les pieds qui rentrent légèrement sous le siège, en sachant que moi là le siège j'ai réglé à la position de conduite la plus basse puisque je conduis assez bas. Des gens qui conduisent plus haut et là j'aurais pu rentrer mes pieds complètement. Donc pour une berline c'est pas très grand, c'est mieux qu'une citadine d'aujourd'hui je dirais, mais pour une berline c'est un bilan qui est pas exceptionnel, loin de là, en termes de place disponible. On va mesurer tout de suite. Voilà, on a 53,3, on a 53 cm de longueur, donc c'est bien ce que je dis. C'est un petit peu mieux qu'une citadine actuelle. Les citadines actuelles, elles tournent autour de 50. Et en largeur 121. Là, j'ai un peu moins en tête la largeur possible des voitures. Mais en tout cas, bon, visuellement, on voit que c'est pas fou. Mais c'est pas non plus ridicule. En tout cas pour une berline c'est ridicule, pour une citadine d'aujourd'hui qu'on est censé rentrer à 4 dedans, bah dans cette voiture aussi vous rentrez à 4 sans problème. Finalement là où ça a le plus vieilli c'est l'ouverture du coffre qui fait vraiment mal, et ça c'est des trucs qu'on voit plus du tout. Aujourd'hui sur les voitures on voit plus ça du tout, mais on avait la même chose sur la Mercedes 190. Dernier point à évoquer avant l'essai, l'ouverture du capot qui se fait en deux temps. Donc vous voyez, quand vous ouvrez la tirette, vous avez votre capot qui se met
surélevé comme ça. Et ensuite il faut le tirer par l'arrière. Et là, vous découvrez un moteur BMW 6 cylindres, le type M20. Donc le M20 c'est pour les catégories 2 litres de 6 cylindres. Donc vous avez le M20 en 2 litres, en 2 litres 3 et 2 litres 5, donc 320, 323, 325. Et après vous avez les moteurs M30 qui sont eux des 3 litres et des 3 litres 5. Mais là c'est autre chose, on les avait pas sur les séries 3 et 30. Donc celui-ci fait 126 chevaux, on a des 126 et des 129 chevaux. Bon, c'est plus des appellations commerciales, hein. Ça fait un peu moins de 130 chevaux. Il n'y a pas une différence flagrante entre les deux puissances. Et donc ce 6 cylindres qu'on va laisser dans quelques instants dans cette caisse de 30 pour se rendre compte de ses qualités dynamiques. Donc, nous voici donc au volant de la E30. De la 320i. Et donc on confirme tout de suite la bonne sensation avec la position de conduite de cette voiture. On est bien installé, on a une bonne visibilité. Le confort est de très bonne facture. Et les commandes tombent bien sous la main. Donc les premières minutes au volant de cette voiture sont très agréables. La direction assistée est suffisamment souple. C'est une direction hydraulique sur CE30. La direction assistée est suffisamment souple sur cette voiture pour pouvoir apprécier un trajet entre guillemets urbain comme ici. Et le niveau sonore de la voiture, en ville comme ça, on l'entend très très légèrement. Mais c'est pas un bruit désagréable non plus, donc le bruit est tout à fait, je dirais tout à fait excusé. Donc, si ce n'est le bruit que l'on entend très légèrement, enfin qu'on entend, on va pas dire très légèrement, on va pas exagérer non plus, mais qu'on entend de la mécanique. Hormis ça, ces exemples de vibrations, c'est assez, par contre c'est assez marrant puisque on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de puissance à bas régime, on la sent assez creuse pour un 6 cylindres. Je suis peut-être un petit peu difficile quand je dis ça, mais il y a l'impression que c'est un petit peu lourd à l'accélération et que on pourra avoir plus de... que ça manque un petit peu peut-être de puissance à bas régime. Je pense que c'est parce que la boîte de vitesse est assez longue, elle est à l'allemande, et comme on n'a pas le plus gros moteur, je pense qu'elle est un petit peu pénalisée pour ça, la voiture. Voilà, la relance comme ça à bas régime en deuxième, elle est assez longue. Si on avait l'impression de penser avoir quelque chose de très puissant et qui donne tout de suite un coup de pied au cul, c'est pas du tout le cas. On a quelque chose qui est beaucoup plus modéré dans son accélération et qu'il ne faut pas hésiter à monter dans les tours pour profiter d'un peu de puissance. Après, là, partant sec comme ici, la tenue de route semble tout à fait à la portée du kidam moyen. Pas non plus faire une peur extrême, pour peu que la voiture soit saine. On a quelque chose d'assez simple à conduire, en tout cas partant sec.
Mais voilà, je confirme un petit peu cette sensation un peu creuse à bas régime. Pas beaucoup de monde, on peut pas profiter, mais là voilà, je suis obligé de rétrograder pour pouvoir essayer de doubler de manière plus sûre et plus certaine les utilitaires devant moi. Et après, je peux mettre éventuellement ma cinquième. Donc le niveau sonore en termes de bruit de vent, etc., tout est assez contenu, très bien fait pour une voiture de cet âge-là. Juste le petit feulement du 6 cylindres, juste ce qu'il faut. Hormis ça, le niveau sonore est très bien. On pourrait faire énormément de kilomètres dans cette voiture. Vraiment vraiment pas grand chose à lui reprocher. Peut-être par rapport aux productions actuelles, un freinage un peu léger certainement, qui aurait mérité un peu plus. Le freinage n'a jamais été le point fort des BM. Bah, ça se confirme avec cette E30. Et rien de très dangereux non plus, hein. C'est plus plutôt une sensation de contact avec la pédale qui est un petit peu différente des productions actuelles. Mais encore une fois, rien de très dérangeant. Voilà, l'ensemble est plutôt très intéressant, plutôt très harmonieux à conduire. Et ça en fait aujourd'hui une voiture de collection à pouvoir utiliser tous les jours. On peut un peu tout faire avec. Alors évidemment, on n'a plus forcément envie de rouler réellement tous les jours avec sa E30 pour différentes raisons. Les raisons, ça va être entre autres les coûts des pièces et puis le fait que la voiture peut être un peu fragile, hein, comme toute voiture d'une trentaine d'années. Si vous roulez tous les jours avec, il faut penser qu'il peut y avoir un budget de fonctionnement assez important, assez élevé. Évidemment, le risque d'avoir sa voiture qui peut se dégrader plus rapidement que la moyenne à cause de l'âge. Mais sinon, hormis ça, si on accepte ça, franchement, elle sait tout faire cette voiture, encore aujourd'hui. Hein. Dans les années 80-90, on roulait tous les jours avec ça. Encore aujourd'hui, on peut rouler tous les jours avec ça sans problème. On a une belle voiture, un peu pas sportive, ça c'est sûr et certain. Un petit peu juste, hein, de ce côté-là, en tout cas dans cette configuration 320 boîte manuelle. Après, avec 2-3 modifs, on peut faire quelque chose de plus sportif si vous voulez pas quelque chose d'origine, mais en tout cas d'origine, voilà, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Voilà, l'accélération est très lisse. Ça monte, hein, mais c'est très lisse. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir aujourd'hui encore sans problème avec une E30 à utiliser en collection ou autre. C'est un véhicule très apprécié également. Vous ferez remarquer au volant de cette voiture. Et vous ferez remarquer parce que la voiture est plutôt très sympa. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouvel essai sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.